Le cardinal Lavigerie, un géant de l'apostolat, suite. Le développement des ATAF. En 1873, Mac Mahon était devenu président de la République. L'archevêque redoutait que cette élévation ne fît pas oublier les controverses d'Algérie au grand maréchal, et l'avenir prouverait que cette inquiétude était justifiée. De plus, l'amiral de Guédon, toujours si compréhensif et si ouvert, était remplacé comme gouverneur par le général Chanzy, soldat glorieux lui aussi, mais caractère très entier, et l'on pouvait craindre de nouveaux heurts entre le chef politique et le chef religieux. La bonne entente devait régner cependant, mais la raison en fut particulièrement tragique. Le jeune enfant du général âgé de 7 ans fut écrasé dans le jardin du palais d'été par la chute d'une potiche de bronze et il ne survécut que quelques jours. Monseigneur Lavigerie le visita quotidiennement et lui, que certains se plaisaient à dire insensible, trouva dans son cœur affectueux des mots si consolants à l'égard des parents, abîmés et prostrés dans leur douleur, que jamais ceux-ci ne purent oublier ce qu'il avait fait pour eux. Les obsèques furent pour l'archevêque l'occasion d'un discours d'une particulière éloquence, et où il se trouva de telles paroles de tendresse, où il exprima des sentiments si délicats et si profonds, qu'il arracha les larmes à tout l'auditoire. L'âme du pauvre enfant planerait désormais sur les communs souvenirs de l'archevêque et du gouvernement, et ne permettrait pas que la paix fût jamais rompue entre eux dans l'avenir. C'était là chose utile, car le développement des ATAF posait des problèmes administratifs très particuliers qui avaient créé quelque irritation, et il importait qu'une heureuse solution fût trouvée. Le gouvernement s'y prêta de bonne grâce, et on ne put que se féliciter du résultat de part et d'autre. 5 sœurs blanches avaient ouvert un poste aux ATAF et y avaient conduit quelques orphelines. 12 nouveaux ménages s'étaient installés. L'arrivée de ceux-ci fut un triomphe. L'archevêque avait fait grandement les choses. Les 12 mariages donnèrent lieu à une diffa ou banquet arabe, organisé comme dans les plus grandes circonstances, et de telle sorte que les pères, les sœurs, les nouveaux chrétiens purent entrer de suite en liaison avec les indigènes des montagnes voisines venus de tous côtés pour la fête. Les pères et les sœurs des ATAF avaient un règlement de vie d'une austérité peu commune. L'expérience devait adoucir les choses et le fondateur, dès qu'il se rendra compte de certains excès particulièrement pénibles pour les femmes, en ordonnera la suppression. Mais alors les religieuses ne vivaient guère que de figues de barbarie, d'asperges sauvages et de blettes cuites sans assaisonnement. Les missionnaires mangeaient les tortues qui foisonnaient dans la broussaille. De ces temps héroïques, tous garderont cependant un très bon souvenir, se rendant compte qu'il était difficile de faire mieux, que ce rude apprentissage devait leur profiter et que personne ne tomba malade. Les chrétiens menaient une vie exemplaire. Prière commune à l'église matin et soir, 2 catéchismes par semaine, confession et communion fréquentes pour cette époque. Les pères soignaient les malades chrétiens et musulmans et faisaient la classe. Les sœurs dirigeaient les différents travaux. Au printemps suivant, 8 nouveaux ménages s'installèrent et vinrent grossir la population de Saint-Cyprien. Enfin, en 1874, l'heureuse intervention du général Wolf, approuvée par le général Chanzy, permit d'édifier un hôpital destiné à recevoir les malades indigènes du territoire. Une subvention fut accordée qui couvrait partiellement les dépenses et permit d'installer de suite une 50aine de lits. Maladie de l'archevêque. Voici que l'archevêque,
au milieu de tous ces travaux, est surpris par une nouvelle crise plus grave que les précédentes. Une tumeur au foie semble mettre sa vie en danger. Il doit partir pour Vichy. Les sentiments qu'il exprime alors dans ses lettres prouvent à quel point il est résigné à la volonté divine et il envisage sérieusement sa démission, ne voulant pas garder une place dont il ne pourrait remplir les fonctions. « Ma santé se perd chaque jour, écrit-il, dans ses sources les plus profondes. Je pense sérieusement à mourir, à bien mourir surtout. » Arrivé en France, il se préoccupe non seulement de sa santé, mais encore et surtout de ses affaires d'Algérie. Il s'assure que le projet de budget garde inscrite une somme de 75 000 francs prévue pour les ATAF. Il s'inquiète aussi de la subvention que devait lui accorder la propagation de la foi. Enfin, il fait ouvrir la première maison des Pères Blancs à Paris, faubourg du Roule. Cet établissement était nécessaire pour le recrutement et les relations avec les bienfaiteurs. Il part ensuite pour Carlsbad, où l'envoyaient les médecins, et de là garde un contact continuel avec missionnaires et orphelins par de longues correspondances. C'est à Carlsbad qu'il rencontre à 2 reprises le comte de Chambord et s'entretient longuement avec lui. Il est nécessaire de dire quelques mots de cet événement qui devait être exploité longtemps après, en 1890, lors du fameux toast d'Alger. Le comte de Chambord était à cette époque non seulement l'espoir des royalistes, mais tout simplement l'espoir de beaucoup de bons Français. Le mot de République provoquait d'autres réactions que de nos jours. La première République avait trop mis sa gloire à verser le sang, et la seconde n'avait été qu'une courte préface à l'Empire. Enfin, celle qui s'annonçait en 1874 n'était alors connue que par les événements qui facilitaient sa naissance, les malheurs de la patrie et la tragédie de la Commune. En 1874, une restauration monarchique était assez généralement désirée. On comprend alors que, revenu en France après les entretiens de Carlsbad, Monseigneur Lavigerie ait écrit au prétendant le 25 août en la fête de Saint-Louis une lettre qui devait être publiée 16 ans plus tard pour lui proposer de prendre le pouvoir et lui indiquer les moyens d'y parvenir, tout étant prévu par lui dans le détail, avec une connaissance parfaite des hommes et des choses et un sens politique étonnant. Le comte de Chambord ne voulut pas accepter de tenter l'aventure, et Monseigneur Lavigerie, qui avait obéi à sa conscience dans cette affaire, se contenta de revenir aux préoccupations dominantes qui l'assaillaient chaque jour. Il avait été attaqué en effet à la tribune de la Chambre à propos du crédit de 75 000 francs prévu pour les ATAF, et une solution boiteuse intervint, lui donnant satisfaction sans doute, mais qui montrait que l'hostilité croissante des partis de gauche et la malveillance anti-religieuse devaient l'obliger à compter uniquement sur la charité des fidèles pour le soutien de ses œuvres dans l'avenir. Mais ces vexations, ces amertumes, les épreuves physiques et morales, les déceptions, tout ce qui frappait parfois si cruellement l'ouvrier de cette grande œuvre, n'empêchait pas le bien de se faire. Les missionnaires se multipliaient et la croissance même des entreprises d'année en année allait exiger qu'on assurât l'avenir de la société grandissante.